6h18. L'interview politique d'Europe 1, Alexandre Carra, vous recevez Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Messieurs, c'est à vous. Laurent Fabius, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Après 12 ans de négociations, 9 années de sanctions, les Iraniens sont descendus. Que 3 ans. Les Iraniens sont descendus hier dans les rues de Téhéran pour célébrer l'accord nucléaire. Est-ce que derrière cette joie, ce n'est pas la preuve que c'est d'abord l'Iran le grand gagnant de cet accord ? Non, c'est un accord où chacun gagne, sinon d'ailleurs ça n'aurait pas été possible. Dans une discussion aussi difficile, vous l'avez rappelé, ça fait 12 ans que ça dure et finalement ça s'est conclu dans les derniers jours. Il faut que chacun y trouve son avantage. Bon, l'Iran, l'avantage principal est double. D'une part, les sanctions qui pesaient sur lui ou sur elle vont être levées sous certaines conditions, on y reviendra peut-être. Et d'autre part, l'Iran peut espérer être réintégré dans ce qu'on appelle la communauté internationale. De notre côté, et la France y a joué un rôle évidemment très important, c'est la garantie qu'il n'y aura pas de bombe atomique de l'Iran. Et moi, j'ai résumé, comme président de la République française, toute cette négociation et la position de la France en disant oui au nucléaire civil, mais non à la bombe atomique. Et on a défini notre position en permanence depuis 3 ans autour de cet objectif. Laurent Fabius, vous dites qu'il n'y aura pas de bombe atomique iranienne, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié cet accord d'erreur historique. Est-ce que l'hostilité d'Israël ne fragilise pas d'entrée cet accord ? Non, depuis toujours. Le Premier ministre d'Israël, que j'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, était opposé à cet accord dans la mesure où c'est vrai que l'Iran a proféré des menaces contre Israël, et j'espère que cela va évoluer. Mais en fait, je ne sais pas si on a le temps de revenir là-dessus, cet accord, c'est celui qui va protéger contre la bombe atomique. Parce qu'il faut toujours... C'est pas l'avis d'Israël en tout cas. Oui, bien sûr, mais il faut toujours... on ne peut pas juger dans l'absolu, il faut juger ce qui se passe s'il n'y a pas cet accord. S'il n'y a pas cet accord, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, l'Iran continue ses travaux ou entame ses travaux pour avoir une bombe atomique. Et si on veut l'empêcher d'avoir la bombe atomique, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on appelle la guerre. Donc voilà, quelle était l'alternative ? Et toute la difficulté diplomatique a été de séparer le nucléaire civil, qui lui est tout à fait autorisé, du nucléaire militaire. Et là, on a fermé les portes. Comment ? En limitant les possibilités technologiques de l'Iran, d'une part, en instituant des mécanismes de vérification qui n'ont jamais existé. Et personnellement, et encore avant-hier, j'ai discuté avec le directeur général de l'Agence de l'énergie atomique, qui est l'autorité chargée de les contrôler, et je lui ai dit, les yeux dans les yeux, c'est un japonais, c'est un matos, je lui ai dit, monsieur le directeur général, est-ce que l'accord que je vais devoir signer au nom de la France, est-ce qu'il vous permet, à vous, directeur de l'énergie atomique, de contrôler, de vérifier ce que fera l'Iran ? Et sa réponse a été oui. Donc, limitation, vérification, lever des sanctions, mais rétablissement des sanctions, ce que nous appelons le snapback, si l'Iran ne respecte pas ses obligations. Si on mesurait à un instant donné que l'Iran part vers la bombe atomique, à ce moment-là, les sanctions sont immédiatement rétablies. Oui, mais je rappelle aux auditeurs, Laurent Fabius, qu'en 2003, quand on commençait les négociations, il était question d'arrêter, d'éliminer complètement le programme nucléaire iranien. Aujourd'hui, on en arrive juste à le geler, à le ralentir. Alors, est-ce que finalement, c'est pas une reculade pour les Occidentaux ? Non. L'équation, si je peux dire, se posait exactement dans les termes que j'ai dit. Ou bien on arrivait à autoriser l'énergie civile et à éliminer l'énergie nucléaire militaire, c'est ce qu'on a obtenu, ou bien, soyons clairs, c'était le risque de guerre. Et vous voyez ce que ça veut dire, la guerre avec l'Iran au Moyen-Orient. Grâce à cet accord, il va y avoir un dégel des avoirs iraniens à l'étranger, de l'ordre de 130 milliards d'euros. Qu'est-ce qui va permettre de contrôler l'utilisation de cet argent ? Qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui l'Iran d'utiliser cet argent pour soutenir le terrorisme, les milices chiites, ou alors par exemple le régime syrien qui est son allié ? Alors d'une part, en ce qui concerne le commerce des armes, et en ce qui concerne les missiles balistiques, c'est-à-dire tout ce qui permet de renforcer le potentiel militaire de l'Iran et d'aider les pays voisins, il y a un mécanisme très précis qui est mis au point. Il y aura interdiction des ventes d'armes avant 5 ans, et en ce qui concerne les missiles balistiques, 8 ans. Et il y a une commission jointe
où nous siégeons avec les Iraniens et où nous avons la majorité qui aura la capacité d'autoriser ou d'interdire tout ce qui est mouvement de force, enfin pas de force, mais d'équipement militaire. Bon, ça c'est un aspect. Deuxièmement, on va juger sur pièce. Quelle est l'attitude de l'Iran dans les conflits où directement il est engagé ou indirectement? C'est quoi? À travers le Hezbollah au Liban, à travers les Houthis au Yémen. C'est vrai aussi en Irak, c'est vrai aussi en Syrie. Dans tout ce que nous avons discuté avec M. Zarif, ministre des Affaires étrangères, c'est d'une part l'Iran nucléaire, et d'autre part, si vous voulez vraiment être réintégré dans la communauté internationale, il faut avoir une attitude positive. Et là, on va juger sur pièce. Une attitude positive, par exemple, est-ce que ça peut être désormais l'implication de l'Iran dans les conflits régionaux, par exemple contre l'État islamique? Est-ce qu'il faut avoir ce type de diplomatie désormais après l'accord? Il est déjà d'une certaine manière impliqué, parfois positivement, parfois négativement. Quand je vous dis qu'il est impliqué au Yémen, ce n'est pas quelque chose de positif. Quand je vous dis qu'il est impliqué à travers le Hezbollah, ce n'est pas quelque chose de positif. En revanche, l'Iran chiite est opposé à Daesh sunnite. Et donc, toute la question, et évidemment, on travaille là-dessus, mais pas à la radio, c'est de voir comment on peut, si vous voulez, en tout cas objectivement, réunir des forces pour lutter contre Daesh. Laurent Fabius, est-ce que vous avez vous-même, après cet accord, décidé ou prévu de vous rendre à Téhéran? On le sait, les entreprises françaises sont en attente de l'ouverture d'un formidable marché. Est-ce que vous allez vous-même vous rendre sur place? Alors, Javad Zarif m'a réinvité hier, au moment où nous nous quittions. Il m'avait déjà invité, mais pour le moment, je n'avais pas accepté cette invitation. Et je lui ai dit que j'irai en Iran. Donc, j'irai en Iran. Alors, il y a un autre aspect qui est l'aspect économique. Vous savez que je m'occupe de diplomatie économique. Les entreprises françaises ont été dans le passé, avant les sanctions, très présentes. Et puis, les sanctions ont fait que tous les pays ont cessé d'être présents. Et évidemment, il y a des perspectives importantes. Et ce qui n'a pas été commenté jusqu'à présent, mais je profite de votre question pour vous le dire, c'est que nous avons échangé des lettres, les 3 Européens qui étaient là et John Kerry pour les États-Unis, sur une question précise, très importante, qui est celle-ci. Beaucoup de banques qui sont capables de financer toute une série d'investissements ont également des filiales aux États-Unis et travaillent parfois en dollars. Et donc, il faut arriver à ce que, puisque les sanctions vont être levées, mais qu'elles pourraient être rétablies si jamais il y avait des manquements, à ce qu'on élimine le risque que, par exemple, a connu l'entreprise Paribas. Vous avez vu que Paribas a eu une amende considérable de la part des États-Unis parce qu'elle avait fait du commerce. C'est d'ailleurs assez singulier de dire ça, avec Cuba et l'Iran. Bon, compte tenu de ce qu'est l'histoire. Bon. Et donc, nous avons échangé des lettres avec John Kerry pour faire en sorte que nos entreprises européennes ne soient pas pénalisées et puissent effectivement faire du commerce avec l'Iran. Et beaucoup, évidemment, sont dans les starting blocks. Les entreprises françaises sont appréciées là-bas et Javad Zarif me l'a confirmé. Mais je veux être extrêmement clair. Le commerce est très important, ça permet la croissance, c'est important pour les Iraniens, c'est important pour nous. Mais lorsque le président de la République et moi-même avons pris notre décision stratégique, et vous savez que c'est la France qui a été la position de fermeté constructive dans toutes ces négociations, nous n'avons pas pris cette décision pour des raisons commerciales. Nous l'avons pris pour des raisons stratégiques, parce que nous voulions éviter la prolifération nucléaire, et nous savions que si nous arrivions à un accord, mais un accord très solide, nous pourrions éviter cette prolifération. Revenons en Europe. On croyait être sorti de l'affaire grecque et finalement on s'est aperçu hier que le FMI annonçait qu'il faudrait probablement alléger encore plus la dette grecque et peut-être que l'aide promise par les Européens ne serait pas suffisante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement c'est un feuilleton sans fin et qu'on ne peut rien faire pour la Grèce? Non, j'espère bien que non. Il y a eu les décisions très difficiles que vous avez vues récemment, où là aussi la France et singulièrement le président a joué un rôle de pivot, parce que tout le monde reconnaît que l'accord ne serait pas fait sans une implication personnelle, et aussi le couple franco-allemand, après des difficultés, a joué positivement. Maintenant, on n'a pas terminé. Il faut d'abord que M. Tsipras parvienne à faire voter son Parlement. Il faut que d'autres parlements jouent. Mais faut-il effacer une partie de l'ardoise grecque aujourd'hui? C'est pas en ces termes que les techniciens aujourd'hui raisonnent.
on préfère plutôt, le terme technique, allonger la maturité des prêts. C'est-à-dire que si les prêts doivent être Donc remboursés... il faudra plus d'efforts encore de la part des Européens. Je vous réponds de la manière suivante. Si la Grèce était sortie de l'euro, ça aurait coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que l'aide qu'on peut lui apporter à l'intérieur de l'euro. Merci Laurent Fabius. Merci à vous et bonne journée. Merci Laurent Fabius et merci Alexandre Carra.